Bienvenue sur Europe 1 et bonjour Éric Zemmour. Bonjour Sonia Mabrouk. Depuis les propos d'Emmanuel Macron dans Le Parisien, toutes les oppositions se sont précipitées pour réagir. Tous les candidats à la présidentielle, dont vous, ont dénoncé en chœur le cynisme et l'irresponsabilité du président. Il a réussi, Emmanuel Macron. Vous avez remarqué que je n'ai pas réagi publiquement. J'ai fait un tweet sur les réseaux sociaux. Discret sur les réseaux sociaux. Mais je vais vous dire pourquoi. J'attendais d'abord de vous donner la primeur de mon analyse. Et par ailleurs, si vous voulez, ça ne m'a pas échappé. Ce n'est pas un dérapage. Vous avez compris qu'Emmanuel Macron a lu et relu, il savait exactement ce qu'il faisait. Je pense que c'est un coup politique. Qu'est-ce que fait Emmanuel Macron ? Il instrumentalise cyniquement le Covid pour deux raisons. La première, il veut faire du Covid le sujet de la présidentielle pour pouvoir être tranquille, qu'on ne parle pas de son bilan et surtout, qu'on ne parle pas de l'identité de la France que j'avais réussi à imposer comme thème majeur de la campagne présidentielle à l'automne. Deuxième raison, il voit les sondages, il voit que 70% des Français considèrent qu'il vaut mieux sauver, protéger sa santé que défendre les libertés. Il voit que 90% des Français l'approuvent sur le pass sanitaire, etc. Et donc, il clive. Il fait de la politique. Oui, donc vous avez répondu à ma question. Il a réussi, Emmanuel Macron, à vous imposer son tempo, à imposer le paradigme covidien comme le sujet qui écrase tout dans cette campagne. Vous avez raison, il a réussi là pendant une semaine. Ça ne durera pas autant que les impôts, comme dirait mon père. Qu'est-ce qui va se passer ? Moi, en tout cas, je vais continuer à dire deux choses. La première, Emmanuel Macron fait de la politique. Il veut cliver. Moi, ça ne marchera pas. Ça m'amuse d'ailleurs sa façon de cliver parce que je me souviens d'Emmanuel Macron qui disait en 2015, vous savez, quand il y a eu les discussions autour de François Hollande sur la déchéance de nationalité des terroristes, il disait on ne peut pas traiter le mal en expulsant les responsables du mal. Les terroristes qui avaient tué au Bataclan et les journalistes de Charlie. Et là, c'est la phrase la plus grave. C'est pas « j'emmerde les Français » ou « j'emmerde les non-vaccinés ». Non, c'est les non-vaccinés ne sont pas des citoyens. Oui. Donc les terroristes qui tuent au Bataclan, là, ce sont ces enfants, comme il avait dit pour les jeunes voyous de Saint-Martin. Et puis, en revanche, les non-vaccinés, là, ils ne sont pas citoyens français. Je ne sais pas si comparaison vaut raison sur ces domaines-là, excusez-moi, mais vous reprochez. Moi, j'aimerais bien qu'il emmerde d'autres gens. Oui, vous voyez, j'aimerais bien qu'il emmerde les caïds, les trafiquants de drogue, les types qui ont brûlé encore les voitures, comme d'habitude, à la Saint-Sylvestre. Au fond, vous lui reprochez de provoquer, de polariser, de diviser, de fracturer. Non. Mais n'êtes-vous pas aussi le chantre de cette méthode utilisée par Emmanuel Macron ? Vous voyez, chère Sonia Mabrouk, vous allez trop vite en besogne. Vous m'amalgamez aux autres. Je ne lui ai jamais reproché de cliver. Je pense que j'ai toujours expliqué depuis 3 mois que le clivage, c'était la politique. Je ne lui reproche même pas de jouer comme ça médiatiquement. Non. Je dis simplement, je ne tombe pas dans son panneau. Je ne fais pas du Covid le sujet de la présidentielle. Le sujet de la présidentielle, c'est l'identité de la France. Nous allons en parler. Je continuerai à le dire inlassablement. Sauf qu'il se fait, Éric Zemmour, le représentant ou le porte-voix de millions et de millions de Français vaccinés. Il estime que c'est le parti de l'ordre, le cercle de la raison, comme dirait Alain Minc. Électoralement, Emmanuel Macron a tort de s'adresser à eux, de miser sur eux. Il fait de la politique. Mais permettez-moi de ne pas tomber dans son panneau. Je dis, voilà, très bien, voilà ce qu'il fait. Je l'ai vu, vous savez, le roi est nu. L'enfant dit, le roi est nu. Eh bien, permettez-moi d'être cet enfant. Je ne tomberai pas dans son panneau. Je ne marcherai pas là-dedans. Maintenant, on peut parler à la fois de la politique de la santé. Vous savez, dans cette histoire... Emmanuel Macron, encore une fois, ne fait que de la politique. Parce que sur le plan de la santé, on sait que le nouveau variant Omicron, s'il est très contagieux, est beaucoup moins dur que les précédents. Et donc, il n'y a pas de pic dans les services de réanimation. Il n'y a pas encore plus de croissance
grâce à Dieu, de la mortalité. Donc en vérité, il n'y a pas besoin des mesures qu'il prend. Mais ce matin, le candidat à la présidentielle Éric Zemmour nous dit que sur le plan politique, Emmanuel Macron a eu raison, finalement symboliquement, de faire une sorte de doigt d'honneur symbolique à une partie des Français. Je dis que sur le plan politicien, en tant que cynisme politique, il a fait du cynisme politique. Pardonnez-moi. Oui, ça ne vous arrive jamais de faire de la politique ni du... Ah non, mais moi je ne fais pas... excusez-moi. Je vous ai dit, pendant 3 mois, on m'a dit « Ouh là là, il est méchant, il clive ». Je vous ai répondu, pour moi, le clivage, c'est la politique. Il faut choisir. Je ne nie pas ça. Donc il fait du clivage, il fait un autre clivage. Mais moi, j'ai le droit de choisir mon clivage. J'ai le droit de dire que mon clivage est essentiel pour la survie du pays et que le sien est artificiel. C'est-à-dire que vous actez ce matin, Éric Zemmour, vous et d'autres dans les oppositions, que vous n'êtes pas audible sur ce sujet sanitaire qui, malgré tout, est prédominant aujourd'hui. Non. Je suis très audible, et si vous voulez, on en parle. Je vais vous dire, j'ai des propositions, j'ai un plan même sur l'hôpital, sur la politique de la santé. On peut parler. Je vous dis simplement, je ne courrai pas après Emmanuel Macron et je ne vais pas dire « Ouh là là, qu'il est méchant, il dit j'emmerde les Français, il dit des gros mots. » Voilà, on n'a pas 4 ans. Hein. Je ne vais pas dire... voilà. Pour moi, ce n'est pas le sujet de la présidentielle et il ne m'aura pas. Voilà. Emmanuel Macron ne m'aura pas. Je ne tomberai pas dans le piège qu'il me tend et qu'il nous tend. Voilà. On va venir aux autres sujets essentiels et la campagne présidentielle ne doit pas être phagocytée uniquement par le sanitaire. Malgré tout, ce matin, l'actualité, c'est le projet de loi. Vous tomberiez aussi dans le piège que vous tend Emmanuel Macron. Pour une grande partie des Français, le sanitaire et cette pandémie est essentielle. Je ne tombe dans aucun piège, je regarde les préoccupations de nos concitoyens. Elle est essentielle pour la vie des gens. Évidemment, les gens ont peur de tomber malades. C'est humain, on est tous pareils. Bon. Mais elle n'est pas essentielle, je le répète, pour le destin de la France. Alors, allons sur le domaine des libertés. C'est le destin de la France. Bien sûr, les libertés. Le projet de loi autour du pass vaccinal, Éric Zemmour, a été adopté en première lecture à l'Assemblée nationale. Bon, vous étiez contre, vous l'êtes toujours. Quels sont les arguments de fond alors que le pass vaccinal, malgré des débats enflammés, il est passé en première lecture à l'Assemblée? Vous savez, j'ai choqué avant l'hiver en disant le pass sanitaire, ça ne me dérange pas, ça ne me dérange pas de le donner. Je ne suis pas un fanatique dans cette histoire. J'essaye, moi, d'éviter 2 écueils. Le cynisme politicien, comme Emmanuel Macron, et le fanatisme idéologique d'un côté ou de l'autre. D'un côté, on vous dit, on défend la liberté qui est menacée, etc. Et de l'autre, on vous dit, vous êtes des mauvais citoyens. Ça. Moi, j'essaye, modestement, d'incarner dans cette histoire la raison, la science. J'essaie d'observer. Je ne suis pas médecin. Nous ne sommes pas en dictature sanitaire comme certains le disent. Mais j'ai jamais dit ça. Si vous voulez, je comprends uniquement la réflexion sur l'utilisation possible à la manière chinoise de ces instruments. Voilà, mais j'ai pas dit qu'on le faisait pour l'instant. Bon. Alors maintenant, sur le fond, j'ai compris plusieurs choses, parce qu'on apprend au fur et à mesure. C'est l'avantage de cette épidémie, c'est qu'on s'instruit. Donc, j'ai compris que, 1, on était de plus en plus immunisés. On n'est plus en 2020, vous êtes d'accord. 2, ce variant Omicron, je l'ai dit tout à l'heure, est très contagieux, mais c'est le moins dangereux, en vérité, de tous les variants qu'on a eus. Et donc, il n'y a pas de pic dans les services de réanimation, et encore moins, grâce à Dieu, dans les morts. Donc en vérité... Et 3, on sait maintenant, c'était pas évident pour les gens de ma génération, pour nous, le vaccin, ça veut dire on n'est plus contagieux. On découvre avec ce vaccin que on est contagieux même en étant vacciné. Bon, c'est à prendre en considération quand même. Bon, donc... En vérité, le pass sanitaire ne sert pas à grand-chose, puisque si on est vacciné, on peut vaccinal. Si on est vacciné, on peut quand même contaminer. L'important, j'en ai discuté avec certains médecins qui m'expliquent qu'il faudrait apprécier en vérité la capacité de défense immunitaire de chacun, qui n'est pas la même pour chacun, et qui n'est pas la même selon qu'on est vacciné ou pas, mais qui peut varier entre les vaccinés et entre les non vaccinés. Vigueur, mais il ne sert à rien compte tenu de la situation sanitaire. Mais Éric Zemmour, maintenant, vous ne pourrez défendre toutes ces idées sanitaires et autres sur la civilisation qu'à condition, évidemment, de disposer des fameux parrainages suffisants. Est-ce que vous pouvez nous dire où est-ce que vous en êtes ce matin dans votre quête? Écoutez, cette histoire de parrainage est absolument folle. C'est-à-dire que j'en suis, pour vous répondre, franchement, on est à
ce ne sont que des promesses, puisque vous savez qu'après, il faudra que les maires se décident eux-mêmes. Mais bon, on est à peu près à 300 promesses. Ce qui est à la fois beaucoup, parce qu'on n'a pas d'élus, on est un parti nouveau, on a 75 000 militants en un mois, mais on n'a pas d'élus, donc c'est pas facile. Mais en même temps, ce qui est rien, puisqu'il faut 500 et que tout le monde nous dit que, en fait, il en faut 600, voire 700 pour être sûr, parce que les gens se rétractent au dernier moment. En vérité, il y a eu une perversion de la loi originelle par François Hollande dans le mandat précédent en rendant publics les noms des maires. C'est un scandale démocratique. Il faut bien comprendre que le général de Gaulle a institué cette mesure pour éviter les fous. Pour éviter les candidatures farfelues. C'était 100 signatures. Après, on est monté à 500. À la limite, je peux comprendre. Mais dans ce cas-là, il faut, comme avant, que ça soit secret. Pourquoi ? Je vais vous dire un exemple. On a appelé hier, par exemple, un maire qui dit à mon équipe « Ah, moi j'adore Éric Zemmour, ça fait 30 ans que j'attends cette candidature, elle est formidable, je l'aime, je suis d'accord avec tout. » Alors on lui dit, alors vous allez donner le parrainage. Oui, mais vous comprenez, je vais vous expliquer, j'ai un procès fait par un écolo pour une histoire, et mon juge, je sais que mon juge est de gauche, donc s'il voit mon nom, je vais perdre mon procès, donc je suis pas sûr de donner le parrainage. Mais et je vous parle pas des pressions. C'est un vrai pour sujet, la piscine, mais pour ceci, par le département, par la région. C'est un scandale. N'êtes-vous pas en train de surjouer la dramatisation, le déni de démocratie au cas où vous n'obtiendrez vos parrainages ? Je vous assure, Mme Mabrouk, je ne surjoue pas et je vais vous dire, je ne pense pas seulement à moi. Je sais que Marine Le Pen aussi a du mal à avoir ses signatures. Alors qu'elle, elle a déjà 200 ou 300 élus. Oui, mais vous, je sais que Jean-Luc Mélenchon a du mal aussi. Les LR vont vous y aider. Ils ont intérêt à ce que vous soyez présent dans la course afin que vous pour l'instant, neutralisiez Marine Le Pen. Personne ne m'aide. Ils ne seront pas sanctionnés. Moi, je pense, Monsieur Zemmour, les LR ne seront pas sanctionnés en vous donnant leur parrainage. Vous savez, on n'est plus au temps où François Mitterrand ou Jacques Chirac donnaient comme ça. Aujourd'hui, les maires ont peur de ce que je vous ai dit. Donc moi, je fais une proposition. Je fais un appel à David Lisnard, que je connais, qui est un type... Qui est à la tête de l'association des maires de France et qui est maire de Cannes. Remarquable, un démocrate, et je lui propose de demander aux maires de faire un pool de signatures et de donner les signatures à tous les candidats qui sont au minimum, je sais pas moi, 5%, 8%, on peut voir ça, c'est lui qui décidera. Mais que ça soit que les noms ne veuillent plus rien dire, puisque ça sera décidé par tous les maires. Et je pense que ça serait une mesure démocratique. Et encore une fois, je ne parle pas seulement pour moi. Donc ce matin, vous le demandez officiellement Absolument. Au président. Et je répète, cette loi notée par François Hollande est inique. Anne Hidalgo fait moins de 5% dans les sondages, elle va avoir 3000 parrainages. Est-ce que vous trouvez ça normal ? Un récent sondage, Éric Zemmour vous place dans une quasi-égalité avec Marine Le Pen et Valérie Pécresse. C'est un fauteuil pour 3. Tout est possible pour le second tour, mais nul ne domine vraiment. Et vous savez le mot de Bismarck, dans un système à 3, il faut être l'une des deux parties. Donc là, en l'occurrence, il faut même plus, là on est de super Bismarck, il faut être un seul. Et pourquoi ce serait vous ? Pourquoi vous serez, selon vous, celui qui est capable d'unir la droite classique et la droite hors les murs ? Pourquoi seriez-vous l'homme de l'union des droites ? Parce que je le veux. Ça ne suffit pas, monsieur Zemmour. Déjà, c'est nécessaire parce que... la volonté, oui, mais la réalité... Mes deux rivales ne le veulent pas. Madame Pécresse est dans la lignée... Vous avez sondé les reins et les cœurs pour savoir ce qu'elle veut ? Non, dans les déclarations. Madame Pécresse le dit, elle est dans la tradition chiracienne, elle est dans la tradition du cordon sanitaire, de la séparation entre ce qu'elle appelle la droite républicaine et le centre, et l'extrême droite. C'est en vérité, pour moi, là je ne la fais plus parler, pour moi c'est la bêtise de la droite qui s'est soumise au piège tendu par François Mitterrand il y a 40 ans, de séparer artificiellement les deux électorats. Donc elle refuse. Et Madame Le Pen, elle le refuse pas, mais elle a toujours montré une appétence plus grande pour les voix de la France Insoumise, de Jean-Luc Mélenchon. Je me souviens de l'entre-deux tours de la présidentielle de 2017. Et surtout, on voit dans les sondages que les gens de LR ne veulent pas voter pour elle. Moi, je suis le seul qui recueille les suffrages de gens venus du Front National et de gens venus de LR. Oui, mais qu'est-ce qu'elles ont de plus que vous ? Elles ont les élus, elles ont les maires. Il est vrai, vous revendiquez 75 000 adhérents, seulement 1 an pour votre mouvement Reconquête. Mais est vrai. Un mois, vous voulez dire, ma chère Sonia Vous vantez le dynamisme de Génération Z, mais quel ralliement avez-vous eu depuis l'annance de votre candidature ? Philippe de Villiers, certes, vous a rejoint, mais qui chez les LR ? Qui chez les RN ? Où est la migration de ceux qui devaient venir auprès de vous ? Vous savez, j'ai été longtemps journaliste politique et j'ai observé beaucoup d'élections présidentielles.
ce ne sont pas, pardonnez-moi, j'ai le plus grand respect pour les élus, des locaux, etc. C'est pas mon sujet, hein. C'est uniquement une analyse politique. Ce ne sont pas les élus qui font l'élection présidentielle. J'ai souvenir, d'ailleurs, ça m'a amusé en voyant la liste interminable, l'armée mexicaine, des soutiens à Madame Pécresse. Ça m'a rappelé, vous savez, Édouard Balladur. Pour laquelle aussi j'ai le plus grand respect. Mais Édouard Balladur aussi avait le soutien comme ça de tous les élus de partout. Jacques Chirac était tout seul, avec 3 derniers fidèles. Et qui a gagné ? Parfois, l'histoire politique, notamment, ne se répète pas. Éric Ciotti tient les troupes à droite au sein de LR. Marine Le Pen, vous n'avez absolument pas tué le match avec elle. Est-ce que vous tenez compte de cette réalité aussi ? Je tiens compte de toutes les réalités, puisque je suis venu dans cette campagne présidentielle en disant, voilà le réel. Donc moi, le réel, je connais, si j'ose dire. Donc j'en tiens compte toujours. Éric Ciotti, pardonnez-moi, j'aime beaucoup Éric Ciotti. Il a fait un score magnifique à la primaire en se réclamant de moi et de mes idées. Je l'en félicite. Et simplement, il ne tient aucun électeur. Les électeurs ont très bien compris, ces électeurs et ces militants ont très bien compris que les idées qu'ils défendaient sont les miennes. Et que Madame Pécresse ne défend pas les idées d'Éric Ciotti. Madame Pécresse est la candidate du centre. Madame Pécresse est en vérité un clone d'Emmanuel Macron. Il n'y a pas de différence entre Macron et Pécresse. Il n'y a pas de différence notable. Eh bien, nous allons continuer à en parler. Même exactement, c'est bonnet blanc et blanc bonnet. Ce sujet et les sujets de fond, on continue à en parler avec Éric Zemmour, notre invité ce matin. Éric Zemmour est l'invité des rendez-vous européens de la présidentielle. Mathieu Bocoté nous a rejoint. Bonjour Mathieu, je vous laisse la primeur de reprendre le flambeau de la question à Éric Zemmour. Alors, on vient tout juste d'évoquer la question du cordon sanitaire. On évoque au même moment le fait que plusieurs à droite sont favorables à vos analyses. Globalement, ils sont idéologiquement plus proches de vous que de Mme Pécresse. On peut penser à Éric Ciotti, peut-être Julien Aubert, on pourrait en nommer d'autres. Absolument. Est-ce que finalement le cordon sanitaire n'existe pas toujours? Est-ce qu'en fait, ils ne l'ont pas tendu contre vous aujourd'hui? N'êtes-vous pas aujourd'hui la victime du cordon sanitaire? En tout cas, ça va être évidemment la tentative et de la gauche et du centre et de Madame Pécresse de monter ce que Lionel Jospin lui-même avait appelé le théâtre antifasciste contre moi. En fait, c'est adaptable ce théâtre antifasciste, hein. On l'adapte à la personne la plus dangereuse. Donc évidemment, quand je deviens la personne la plus dangereuse, eh ben, on l'adapte. Je pense qu'il y a une grande différence, c'est que les électeurs ne marchent pas. C'est-à-dire que le problème, c'est que les électeurs ont marché longtemps. Et aujourd'hui, je le vois, il y a pratiquement autant d'électeurs qui venus du Front National que des électeurs de LR qui veulent me soutenir. Donc je pense que ça ne marche pas contre moi. Maintenant, vous avez raison, ça marche pour les élus. Pour l'instant, ça marche pour les élus. Mais... Et pour les intellectuels aussi peut-être. On peut penser à Michel Onfray, à Marcel Gauchet, à plusieurs autres qui ont salué votre contribution au débat en disant que vous avez imposé les sujets, mais nul ne se rallie pour l'instant. Vous savez, moi je ne demande pas qu'on me rallie, je demande simplement qu'on reconnaisse que j'ai raison. Je ne demande pas de ralliement. Ce qui compte, ce sont les électeurs. Après, chacun décide comme il veut. Vous savez, moi, je crois que je ne me laisse pas intimider par la doxa dominante, par les menaces, par les injonctions. J'attends que tout le monde en fasse autant. Oui, il en va du destin de la France. Vous venez de dire que vous ne demandez pas de ralliement. Vous pensez que vous n'avez pas besoin, à l'instar d'Emmanuel Macron il y a 5 ans, d'un François Bayrou qui vous apporterait une sorte d'onction, de légitimité? Bien sûr, on a toujours... Vous avez tout à fait raison. Les Français sont paradoxaux. Ils n'aiment pas les politiques et en même temps ils veulent quand même qu'il y ait des gens sérieux et qui... Vous avez tout à fait raison, je ne mésestime pas du tout. Ils viendront en temps, je pense que, encore une fois, ce sont les Français qui feront l'élection. Oui, mais la politique, c'est de la dynamique et vous le savez très bien. Alors, qui sera votre François Bayrou dans cette dynamique? Alors, il en faut une. Il viendra, il va pas descendre du ciel. C'est pas le Messie que vous attendez. Non, mais j'imagine que vous construisez ça. Je discute avec beaucoup de gens. Si vous voulez, pour l'instant, les sondages n'ont pas tranché. Bon, on voit bien que... Vous savez, qu'est-ce que c'est la présidentielle? La présidentielle, vous l'avez dit vous-même, c'est une dynamique. Donc à partir d'un certain moment, les gens choisissent. C'est une sorte de primaire, le premier tour. On l'a vu à gauche en 2017. Jean-Luc Mélenchon a tout raflé. Et Benoît Hamon s'est retrouvé à 6.
on peut très bien imaginer une évolution comparable. On va voir dans les semaines qui viennent. Permettez-moi d'insister un instant. Vous avez longtemps expliqué, vous parlez de la question de la diabolisation. C'est un thème qui revenait souvent. Et plusieurs disaient la diabolisation sert le diaboliser parce que ça met toute l'attention sur lui. Et puis on en parle, puis on a fait la figure près l'opposant du régime. Et vous étiez un des seuls à dire non, la diabolisation, ça fonctionne. Ça transforme le diabolisant en radioactif. Êtes-vous aujourd'hui radioactif? Je pense simplement que mon analyse, je crois, était la bonne. Je pense qu'effectivement la diabolisation, ça fonctionne, la preuve. Mais que, si vous voulez, les temps ont changé. Nous ne sommes plus dans les années 80. C'est-à-dire que dans les années 80, quand on disait l'immigration va avoir telle conséquence nuisible, il faut faire attention. Georges Marchais disait en 1980, il faut arrêter l'immigration légale. Je dis bien légale. Georges Marchais, premier secrétaire du Parti communiste. On les traitait de fous, on les traitait de racistes. Parce qu'on ne voyait pas les résultats. Aujourd'hui, on voit les résultats, on voit que ce fameux grand remplacement est en train de changer nos vies, nos rues, nos écoles, notre culture, notre civilisation. Et là, les gens se disent, est-ce que nous allons être remplacés? Est-ce que nous allons mourir en tant que peuple français, en tant que civilisation française? On ne pouvait pas se poser la question dans les années 80. Ça vous paraissait chimérique, apocalyptique, prophétique. Pour certains, ça l'est encore aujourd'hui. Hein. Vous êtes attaqué sur ce thème, rappelons-le, qui vous est contesté. Oui, pour certains, mais ils sont minoritaires. Aujourd'hui, vous avez vu le dernier sondage, 67% des Français disent oui, le grand remplacement est en train d'avoir lieu. 63% disent oui, l'islam est un danger pour la France et la République. Il y a des prises de conscience. L'islam. Mais peu importe, notre discussion, c'est une autre discussion. Non, mais c'est une autre discussion. Elle est importante. Elle est très importante. Vous savez que moi, je ne fais pas de distinguo. Donc, mais en l'occurrence, je crois que dans le sondage, c'est l'islam. Mais peu importe. Reprenons uniquement mon chiffre de 67% de grands remplacements. Là, vous voyez bien que les gens ont pris conscience d'une évolution. Je pense que c'est la grande différence avec les années 80. Et c'est pour cela, selon moi, que la diabolisation ne marchera pas. Vous allez porter cette thèse dans la France rurale, parce que le grand remplacement dans la France rurale, est-ce que ce n'est pas une vue de l'esprit, un fantasme de votre part? Là aussi, les choses ont évolué. En vérité, vous savez, le grand remplacement touche toute la France. Et les nuisances de l'immigration touchent toute la France. Il y a une insécurité folle aujourd'hui, même dans les zones rurales. On me racontait récemment que, vous savez, il y a un GPS agricole. Et il y a une épidémie, si j'ose dire, de vol de GPS agricole par des bandes venues de Roumanie ou de Lituanie. Donc, vous voyez, ça existe partout. Donc, c'est une immigration roumaine, lituanienne. Et donc, si vous voulez, et puis c'est la même chose dans le moindre village aujourd'hui. On a des problèmes d'immigration excessive. Et d'ailleurs, avec ce système de la loi SRU, vous savez, qui oblige toutes les villes à faire du logement social à 25% de tout leur logement, on essaime l'immigration et tous les problèmes de l'immigration. Donc c'est pour ça que moi je propose la suppression de la loi SRU. Restons dans la ruralité, vous avez un déplacement. Ça concerne tout le monde. Bien sûr. Restons sur ce thème, vous allez vous déplacer, vous avez une série de déplacements pour rencontrer, alors on va pas le dire ainsi, mais une France dite des oubliés. Je pensais, en préparant cet entretien, à un ouvrage passionnant que vous avez certainement lu il y a quelques années du grand historien Jean-Pierre Rioux, qui affirmait que notre pays reposait avant tout sur son peuple paysan, mais qu'à partir du 19e siècle, l'exode rural, la transition démographique, la déchristianisation vont peu à peu vider ce pays de sa substance. C'est votre constat aussi? Bien sûr, je sais pas. Bien sûr, évidemment, j'ai lu ce livre et j'ai lu d'autres d'ailleurs. D'ailleurs, nous sommes le pays européen qui a le plus retardé cette évolution. Vous savez, cette évolution a eu lieu en Angleterre et en Allemagne dès la fin du 19e siècle. En France, en 1931, on bascule. On attend 1931 pour que la population des villes soit plus importante que dans la population dans les campagnes. C'est vous dire. Et d'ailleurs, pour certains, dont je crois le général de Gaulle, cette urbanisation tardive est une des causes de la défaite de 40. C'est pour ça qu'après, au contraire, il va accélérer. Vous parlez d'histoire, me vient à l'esprit une phrase, mais qui est extrêmement polémique. Est-ce qu'il faut la reprendre aujourd'hui? Parce que certains y voient évidemment un ferment idéologique. La ruralité, c'est aussi la terre. Il y a une phrase célèbre. La terre, elle ne ment pas. C'est Emmanuel Berle. Comment? Emmanuel Berle, Bien journaliste sûr. de gauche. Juif en plus. Mais une phrase qui se retrouve dans le discours de qui? De personnes.
aujourd'hui? Dans l'histoire, Monsieur Zemmour, Maréchal Pétain, on peut le dire. Oui, c'était le... Ah pardon, je croyais aujourd'hui. Non, mais vous la reprendriez à votre compte, cette phrase? La terre, elle ne ment pas. Non, mais alors, vous savez, ce discours, vous l'avez dit, ça a été écrit par un journaliste de gauche, juif en plus, Emmanuel Berle, qui l'a écrit pour le Maréchal Pétain. C'était d'ailleurs une réaction à cette urbanisation qui avait commencé à basculer. Bon, bref. On va évidemment qu'on va parvenir à un pays rural. Mais vous savez, vous le disiez, nous sommes un pays intrinsèquement de paysans. Longtemps, il y a eu 90% de paysans en France. Emmanuel Macron le disait lui-même dans son interview à propos du sujet de la donation et des successions. Hein. C'est d'ailleurs amusant parce que Emmanuel Macron, lui, est l'incarnation de la France des métropoles mondialisées. Et vous, Éric Zemmour, vous êtes le journaliste, vous étiez journaliste parisien. Non, mais vous savez, je ne vais pas jouer, je ne vais pas m'habiller, je ne vais pas me mettre de sabots. Je ne suis pas un paysan, je ne viens pas vous savez que de les la paysans France ne sont plus en sabots. Je viens de la banlieue. Non, mais vous avez raison. Je ne me cache pas. Je voulais parler. Et Macron, c'est politique. Mais en revanche, dans la France rurale, la France des oubliés, en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un double phénomène. Si on va au-delà du phénomène historique d'urbanisation, il y a eu un double phénomène récent qui est la mondialisation et la métropolisation de la France, voulue d'ailleurs par les élites françaises pour équilibrer Paris, le fameux Paris, le désert français, etc. Donc on a fait des petits Paris. Bordeaux, Toulouse, Nantes, etc. Et deuxièmement, on a mis tout l'argent qu'on pouvait dans les banlieues. Les fameux plans banlieues, politique de la ville, etc. Et troisième phénomène, la France, particulièrement la France, a accéléré sa désindustrialisation. Or, les industries avaient, là aussi on est loin du 19e siècle où ils étaient en centre-ville, avaient comme spécificité d'être dans... Attendez, parce que du coup je vais arriver à ce qu'il faut faire. Mais j'ai une question toute bête. Oui. Est-ce que vous croyez que les Français veulent comme président de la République un historien? Pas du tout. J'allais vous dire. C'est ce qu'un président... Ce que les Français attendent d'un futur chef de l'État. D'abord, je pense qu'il faut connaître l'histoire de France pour comprendre ce qui se passe et pour prévoir ce qui va arriver. Mais là où vous avez raison, c'est qu'on n'est pas qu'un historien. On doit, vous savez, le général de Gaulle, je crois, connaissait très bien l'histoire de France. Et à chaque fois qu'il prenait une mesure, à chaque fois qu'il prenait une décision, c'était en fonction de cette histoire de France. Donc là, en l'occurrence, je vous dis, c'est simple, il faut donc contrebalancer tout ce qui a été fait. Puisque vous voulez des mesures, on va vous les donner. Premièrement... Je vous propose, Éric Zemmour, on marque une très courte pause. Voyez, mais les mesures, vous allez justement... m'arrêtez quand je vais donner aux mesures. Eh bien, très bien, ça s'appelle le teasing. On voit ça dans un instant. On va rentrer dans votre programme un peu plus en détail. Éric Zemmour est l'invité des rendez-vous présidentiels sur Europe 1 jusqu'à 9h. À tout de suite. Zemmour est l'invité d'Europe Matin. Il nous reste un petit peu moins de 10 minutes, Éric Zemmour, pour rentrer un peu plus en profondeur, un peu plus dans votre programme. Alors, vous parliez à l'instant, juste avant la pause, de la ruralité. La ruralité, c'est l'agriculture, mais c'est pas seulement cela. Qu'est-ce que vous proposez très concrètement aux Français pour votre dans une éventuelle présidentielle? Zemmour J'ai essayé d'expliquer pourquoi on est arrivé là, pourquoi cette France des oubliés ou France périphérique, comme disait Christophe Guilluy. En fait, il faudrait donc renverser la vapeur. Et donc, premièrement, il faut basculer les fonds de la politique de la ville vers des fonds de développement de ces régions rurales, des centres-villes, des petites villes moyennes, etc. C'est des sommes colossales. Deuxièmement, pour protéger les centres ruraux, il faut arrêter l'installation des grandes surfaces à l'entrée des villes. Troisièmement, il y a un énorme problème aujourd'hui en général de services publics dans ces régions et en particulier de déserts médicaux. Donc c'est pour ça que j'ai fait 2 propositions et ça se situe dans un plan global pour la santé, etc. Le premier, c'est je propose sur l'exemple du département de la Saône-et-Loire d'engager 1000 médecins salariés dans les zones vraiment désertées. Il va falloir les payer cher, ces médecins-là. J'ai vu dans la Saône-et-Loire, on les paye 5 000 € par mois. Il y en a qui demandent la voiture de fonction, le loyer payé, les impôts payés. Vous voyez, on va pas non plus. Vous comprenez, bon, il faut, c'est de l'urgence, j'avoue que. Et en plus, on peut faire aussi, on fera aussi des centres de prévention. Vous voyez, des maisons de santé de prévention d'urgence. Et on rétablira, mais c'est dans le cadre de la politique de la santé, l'obligation de garde des médecins pour désengorger les urgences et pour régler ça. Par ailleurs, il faut aussi des mesures
pour la sécurité. Parce qu'on parlait d'insécurité tout à l'heure. À ce sujet, permettez-moi, Valérie Pécresse affirme ce matin, Éric Zemmour, et vous allez développer vos propositions, qu'elle veut ressortir le Karcher de la cave et pour remettre la sécurité au cœur de la campagne. Ça vous fait sourire? Vous auriez pu reprendre la même expression. Hein. Oui, bien sûr. Le Karcher était une expression très imagée et qui a fait le succès de Nicolas Sarkozy. Malheureusement, on a vu ensuite, moi j'ai coutume de dire, on a promis le Karcher et on a eu Kouchner. C'est-à-dire qu'on a eu... Mais c'est la logique de LR, c'est-à-dire l'alliance de la droite et du centre. C'est la discussion que j'avais avec Mathieu Bock-Côté. Quand on s'allie au centre, on se soumet au centre. Et donc, finalement, on ne fait jamais ce qu'on promet. Donc, Madame Pécresse refait le cirque de Nicolas Sarkozy, de Jacques Chirac. C'est la même chose, des mots, des mots, des mots, et il n'y aura pas de résultat. Parce que c'est la logique politique de cette droite, de cette fausse droite, qui est soumise au centre. Alors, autre élément dans ce début de campagne, dans ce début d'année, la polémique majeure autour de la question du drapeau, hein, c'est-à-dire le drapeau européen sur l'Arc de Triomphe. Et là, il y a une forme de choc de vision qui se révèle à la fois sur la place de l'Europe en France et de la France en Europe. Qu'avez-vous pensé de ce drapeau européen seul planté sur l'Arc de Triomphe? Là aussi, mais... on va me reprocher de faire l'historien, mais je pense qu'il faut bien comprendre l'enjeu. C'est-à-dire que l'Arc de Triomphe n'est pas rien dans l'histoire de France. Voulu par Napoléon, fini par Louis-Philippe, c'est évidemment le lieu de nos plus grandes gloires militaires. Il a été fait pour célébrer Austerlitz et les autres victoires napoléoniennes. C'est là que les poilus ont défilé le 11 novembre 1918. C'est là aussi que les troupes d'Hitler ont défilé en 40 pour bien nous humilier. Vous voyez, l'Arc de Triomphe, ce n'est pas rien. Donc c'est lié intimement à la gloire de la France. Emmanuel Macron, je disais tout à l'heure, est un cynique, un politicien cynique. C'est une provocation? Bien sûr, de nouveau, il fait de la politique, c'est-à-dire qu'il veut cliver là aussi, il veut montrer à son public, à ses 20%, 25% d'affidés dans les métropoles européistes, qu'il est bien de leur camp, et il veut cliver et montrer que les autres sont d'infâmes nationalistes, etc. Mais le drapeau européen, ce n'est pas rien. Vous dites bien sûr, et c'est évident, l'Arc de Triomphe, ce n'est pas rien. Mais le drapeau européen, ce n'est pas rien non plus. Non, bien sûr, mais le drapeau européen, vous savez, moi, je ne connais pas le drapeau européen, je ne connais pas l'hymne européen. Tout ça n'existe pas. Synonyme de paix? Non. L'Europe ce n'est pas l'Europe qui a fait la paix, c'est la paix qui a fait l'Europe. C'est parce que on a réglé nos questions, nos luttes séculaires, millénaires, j'allais dire, avec l'Allemagne et avec l'Angleterre, là, vous voyez, l'histoire sert à quelque chose, que, comme on n'avait plus de conflit entre nous trois, si j'ose dire, on a construit l'Europe. Mais cette Europe n'est pas les États-Unis d'Europe. Et c'est là que j'en viens à ce que vous disiez, Mathieu Bock-Côté. Je pense qu'Emmanuel Macron n'a aucune conviction. Il va de droite à gauche, selon la demande, selon le public. Il en a une seule. C'est l'Europe? C'est l'Europe. Et il est un fédéraliste, assumé. D'ailleurs, c'est son point commun avec beaucoup de gens dans la classe politique, dont Madame Pécresse. C'est un fédéraliste, c'est-à-dire qu'il rêve des États-Unis d'Europe. J'ai l'habitude de dire, il reprend le rêve, vous savez, de Victor Hugo. Demain, il n'y aura plus de Français, d'Anglais et de Russes. Ils seront comme les Auvergnats, les Corésiens, etc. Je pense que c'est une chimère. Le général de Gaulle disait, on ne fait pas d'omelette avec des œufs durs. C'est une chimère. Il n'y aura pas d'États-Unis d'Europe. Mais en attendant, Emmanuel Macron veut fondre et donner toutes les compétences et toutes les souverainetés françaises à l'Europe. Mais comment traiteriez-vous l'Union européenne, Éric Zemmour? Est-ce que, si vous êtes élu, vous la bouderez, vous la combattrez, ou bien vous tenterez de la changer, vous négocierez avec elle? Comment aborderez-vous la discussion avec l'Union européenne, avec les États membres? Je ferai exactement le contraire d'Emmanuel Macron. C'est-à-dire que Emmanuel Macron, lui, sacrifie les intérêts de la France à sa chimère d'États-Unis d'Europe. Moi, au contraire, je défendrai les intérêts de la France avant tout. Premièrement. Et deuxièmement, je ne pense pas que l'Europe puisse être réformée comme ça en claquement de doigts, parce que c'est trop compliqué, c'est trop long avec les 27 pays, etc. En revanche, je militerai pour le principe originel de la construction européenne, qui est le principe de subsidiarité. C'est-à-dire, ce qui s'est fait mieux dans les États-nations se fera mieux. Il faut arrêter l'extension des compétences de la Commission de Bruxelles. La Commission de Bruxelles, par exemple, n'avait pas
vous le savez peut-être, de compétences en matière de la santé. Elle s'est abusivement appropriée. Et dernière chose, sur le sujet vital de l'immigration, je reprendrai toutes les compétences françaises. C'est-à-dire que là... Mais là, vous nous énoncez des grands principes, M. Zemmour. Nous, on aimerait savoir comment vous y allez. Quel est le chemin pour y aller? Parce que je reprendrai la souveraineté. Mais c'est simple. Par exemple, sur l'immigration, je proposerai aux Français un référendum avec toutes les mesures sur l'immigration qu'on peut voir sur notre site, etc. Et le peuple tranchera. Et là, si la Commission de Bruxelles, si le juge européen n'est pas d'accord, c'est la France qui décidera. Et deuxièmement, concrètement, pardonnez-moi Mathieu, concrètement, je ferai une réforme constitutionnelle qui permettra à ce que la loi française postérieure soit supérieure au traité. Vous voyez, ça c'est concret. Je voudrais vous poser une question sur un sujet qui est aussi très important, et vous en avez parlé, c'est celui, on dit que l'avenir du pays se joue à l'école. Très concrètement sur l'école, je reprends l'essentiel, vous dites votre triptyque, c'est restauration de l'excellence, du mérite et de la discipline. Comment vous réformez l'école, Éric Zemmour? Par quoi commencez-vous? Alors, si vous voulez, je ne vais pas vous faire un tableau apocalyptique de l'école, tout le monde l'a en tête, et je n'ai plus le temps, vous allez me dire que je n'ai plus le temps. Donc je propose la suppression du collège unique, le rétablissement du certificat d'études pour rentrer en 6e. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a entre 20 et 30% des enfants qui ne savent pas lire et écrire et qui rentrent en 6e. C'est inadmissible. Mais que deviennent ceux qui ne rentrent pas en 6e alors? Il y aura des classes de transition comme avant, ça a existé. Ensuite, il y aura des passerelles, ils pourront revenir dans le système. Et puis ensuite, à partir de 14 ans, il y aura le système de l'apprentissage. Et il faut rétablir un brevet et un bac dignes de ce nom. Donc en fait, il faut restaurer, j'allais dire, l'école républicaine d'antan. Alors, vous êtes élu en 2022, vous êtes élu pour 5 ans, peut-être 10 ans si vous faites 2 mandats. À quoi ressemble, mais la reconquête prendra plus de 5 ans, plus de 10 ans. Bien sûr. À quoi ressemble la France d'Éric Zemmour en 2027 si vous êtes élu? De quelle manière la reconquête est engagée? Tout n'est pas terminé, mais quel est le nouvel état d'esprit du pays? Je pense que nous devons restaurer une France fière d'elle-même, fière de son histoire, fière de sa culture, une France française, une France qui n'est pas un ajout de diaspora étrangère, une France de la paix, de la tranquillité. C'est-à-dire une France où les jeunes femmes françaises ne s'interrogent pas devant leur glace en se disant « est-ce que je peux mettre telle tenue? Est-ce que je ne vais pas me faire agresser ?» Vous voyez, c'est ça qui existe aujourd'hui. La paix et la tranquillité, c'est synonyme. Le métro ou voir le RER après 21h. La paix et la tranquillité, c'est synonyme du programme d'Éric Zemmour? Ah oui, c'est même, vous savez, c'est même l'objectif numéro 1. Je pense qu'aujourd'hui, nous n'avons plus la paix et la tranquillité. La paix physique, la peur de se faire attaquer, et la paix mentale, c'est-à-dire la paix de dire la France va rester la France. Nous allons conserver notre culture, nous allons pouvoir la transmettre à nos enfants. Vous voyez, la sécurité individuelle, ne pas se faire attaquer, et la sécurité culturelle qui est de dire on va pouvoir... Mais je vois pas en quoi cette sécurité culturelle n'est pas, sanctuarisée par exemple par Emmanuel Macron. Vous estimez qu'il n'aime pas la France, comme le dit Éric Ciotti? Je pense qu'Emmanuel Macron est dans une logique de son milieu social, de sa génération, qui est une logique européiste et mondialiste. Il veut dissoudre la France dans l'Europe et dans l'Afrique. C'est ça l'objectif d'Emmanuel Macron. Il veut déconstruire l'histoire de France. Il veut, si vous voulez, pour lui, c'est un boulet, la France. Il a hâte de s'en débarrasser pour se fondre dans des ensembles beaucoup plus grands qui le fascinent beaucoup plus, l'Europe ou l'Afrique. Voilà, c'est ça l'objectif, je pense, philosophico-politique d'Emmanuel Macron. Merci Éric Zemmour d'être venu ce matin au micro d'Europe à répondre aux questions de Sonia Mabrouk et Mathieu Bocoté. Excellente journée. Merci Éric Zemmour.